cadre de cette commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Nous achevons quasiment nos auditions avec vous-même, votre collègue Christophe Béchu qui va nous suivre et Olivier Klein que nous auditionnerons la semaine prochaine. Nous achevons donc nos auditions avec les 3 ministres actuellement en exercice, en responsabilité de ces questions-là, sachant qu'on a commencé nos auditions de la commission d'enquête à la fin du mois de janvier au mois de février avec l'ensemble des ministres depuis 2012 qui ont eu dans leur responsabilité soit la transition écologique, énergétique et ou le logement. Donc merci à vous, Madame la Ministre. Vous occupez cette fonction depuis le 20 mai 2022. Auparavant, vous avez été secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances d'octobre 2018 à juillet 2020, puis ministre délégué chargé de l'Industrie de juillet 2020 jusqu'à mai 2022. La rénovation des logements est au cœur de la politique de la transition énergétique de la France. Je souhaite donc, en préambule, que vous puissiez nous exposer la stratégie de la France en la matière. Quelle est la place de la rénovation énergétique des logements dans la transition énergétique d'ici à 2030, entre 2030 et 2050 et au-delà? Comment contribue-t-elle à relever le défi du mur énergétique qui attend la France en 2030, selon l'expression que vous avez vous-même employée? Nous aimerions également vous entendre sur ce que vous considérez comme les principaux freins à la politique de rénovation énergétique des logements en France et les améliorations possibles. Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, le pays s'est donné l'objectif de disposer d'un parc entièrement rénové aux normes bâtiments basse consommation, BBC, en 2050, ce qui supposerait la rénovation performante d'au moins 500 000 logements par an. Pourtant, hier, la Première ministre n'a annoncé que 200 000 rénovations performantes à l'horizon 2024, à l'occasion de la conclusion du Conseil national de la refondation sur le logement. En parallèle, l'atteinte de l'objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 suppose, d'après le secrétariat général à la planification écologique que nous avons également auditionné, un effort de réduction de 27 millions de tonnes de CO2 par la rénovation énergétique des logements, dont 17 millions de tonnes de CO2 qui seraient évitées grâce au remplacement des chaudières. À cet égard, lors du Conseil national de la transition écologique du 22 mai, présidé par Madame la Première ministre, il a été évoqué l'interdiction des chaudières à gaz dans la lignée de celle des chaudières à fioul. Pouvez-vous nous donner un certain nombre de précisions sur cette mesure? Est-ce que l'accent mis sur le remplacement des systèmes de chauffage pourrait se faire au détriment du renforcement de l'isolation des bâtiments et donc de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone? De plus, est-ce que cela ne conduirait pas à donner à l'électricité une place trop importante et peut-être non soutenable dans le mix énergétique du pays? Dans le cadre d'une audition à l'Assemblée nationale le 31 mai dernier, vous avez annoncé vouloir travailler sur la question du reste à charge zéro pour les ménages modestes. Le reste à charge est en effet l'un des principaux obstacles de la politique de rénovation énergétique pour ce ménage, mais dans le même temps, atteindre un reste à charge zéro comporte des effets pervers, notamment pour des raisons de fraude, comme ont pu le montrer les offres à 1 euro. Plusieurs acteurs accompagnant les ménages très modestes nous ont également fait part de leurs réserves pour des raisons de dignité, ces personnes souhaitant être partie prenante de la rénovation de leur logement. Comment donc diminuer le reste à charge des ménages tout en maintenant un signal prix suffisant et s'assurer de l'engagement des personnes directement concernées? À ce titre, les prêts à la rénovation énergétique, que ce soit l'éco-PTZ
ou le prêt avance rénovation, le PAR, sont des outils essentiels pour financer le reste à charge des ménages. Mais ils n'ont pas encore atteint les ménages modestes. Le prêt avance rénovation, en particulier, est ciblé sur les ménages modestes, mais il est très peu distribué. Comment expliquez-vous ce faible déploiement? Le gouvernement a-t-il des propositions concrètes pour l'améliorer, puisque le point a été évoqué hier soir par Madame la Première ministre? Avant de vous laisser la parole, Madame la ministre, pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, mais vous en avez l'habitude dans le cadre de commission d'enquête, Madame la ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous laisse donc la parole et ensuite notre rapporteur et nos collègues ne manqueront pas de vous poser un certain nombre de questions complémentaires. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'auditionner dans le cadre de vos travaux consacrés à la rénovation énergétique. Et vous savez que ces travaux seront également pris en compte. Donc on attend le rapport dans le cadre des travaux que nous menons pour la loi de programmation énergie-climat et les 7 groupes de travail qui ont été lancés en début de mois. Avant de venir aux différents axes d'action de la politique que je porte, peut-être un mot général sur le sujet. Clairement, parmi tous les leviers de la transition énergétique sur lesquels agit mon ministère, ce levier-là a une sensibilité particulière pour nos concitoyens et en particulier les plus jeunes. Bon, alors évidemment, on peut penser aux différentes manifestations de collectifs citoyens ou associatifs, mais j'entends également une attente forte sur cette question. D'abord en raison d'une prise de conscience collective du poids considérable du secteur du bâtiment dans nos émissions de gaz à effet de serre, je le rappelle 18%, dans lequel chacun, à titre individuel, et c'est probablement la deuxième raison, peut agir, puisque nous sommes tous, a priori, sauf un nombre réduit de personnes, logées quelque part. Et donc il y a cette deuxième raison, c'est la capacité à agir à son échelle contre le dérèglement climatique. Et puis, troisième raison, qui ressort d'ailleurs de vos travaux, ce souci de justice sociale, car ces travaux, ce ne sont pas seulement des contraintes, mais aussi des opportunités pour les logements d'aller vers plus de confort. Je pense que ce point-là est essentiel et qu'il mérite d'être valorisé peut-être plus fortement grâce à une plus grande chaleur conservée l'hiver, grâce à une plus grande fraîcheur pendant l'été. On ne s'en rend peut-être pas encore compte, mais c'est un sujet qui devrait monter dans les années qui viennent. Et puis, c'est évidemment plus de pouvoir d'achat de manière pérenne, car les factures d'énergie se stabilisent et baissent par rapport à les références sans rénovation. Or, et vous l'avez très bien dit, chacun n'a pas les moyens de se payer ses travaux. Je ne centrerai pas mon propos sur les autres bâtiments que sont les tertiaires et le public. Je veux juste dire quand même que dans la question des trajectoires carbone du bâtiment, il est très important de les considérer et d'avoir aussi, c'est peut-être un peu plus simple compte tenu des propriétaires qui sont équipés en ingénierie, etc. Quoique, il faut aussi avoir une politique très claire parce que ce sont des travaux qui doivent être menés avec des perspectives, des budgets et des jalons et des financements publics et privés. S'agissant du résidentiel, il représente plus de 30% de notre consommation en énergie et 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle la rénovation thermique du parc de logements est une priorité de l'agenda climatique national présenté par la Première ministre le 22 mai dernier. Vous y avez fait mention. Cet agenda s'inscrit plus globalement dans les objectifs très ambitieux fixés par le président de la République de faire de la France le premier grand pays au monde à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles pour atteindre une neutralité carbone en 2050. La rénovation énergétique est à cet égard un des grands leviers de notre stratégie énergétique qui se décline en 4 piliers. Efficacité énergétique, évidemment, dont la rénovation est une composante essentielle. Sobriété énergétique,
déploiement des énergies renouvelables et relance historique de la filière nucléaire. Permettez-moi juste de rappeler que l'année 2022 a vu la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre de 2,7%. Je pense que c'est important de se le dire parce que, compte tenu de la crise énergétique dans laquelle nous étions, ce n'était pas du tout une performance si aisée à atteindre, que la sobriété a permis de le faire. Et je veux donner un chiffre parce qu'il est intéressant et éclairant par rapport à vos travaux. Les bâtiments ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre sur toute l'année de 15%. Donc on voit bien, en tout cas c'est une première recommandation, qu'il ne faut pas séparer efficacité énergétique et sobriété énergétique. C'est une façon aussi d'aborder l'effet rebond qui revient souvent dans les problématiques sur les politiques d'efficacité et de rénovation thermique. Une fois ces choses dites, permettez-moi d'en venir à la politique que nous menons. Depuis le Grenelle de l'environnement, initié par Jean-Louis Borloo, la France s'est fixée pour des objectifs ambitieux de rénovation énergétique. Et pour y parvenir, l'État a déployé de nombreux dispositifs pour inciter les Français à rénover leur logement. Je vais évidemment rappeler le crédit d'impôt de transition énergétique qui a été supprimé en 2020 et qui marque un changement de philosophie majeur sous le précédent quinquennat avec la création de MaPrimeRénov'. Pourquoi nous l'avons fait? D'abord parce que l'aide était finalement mal ciblée, puisqu'elle bénéficiait à peu de ménages et de plus plutôt aux ménages les plus aisés. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de repenser et de réorienter le dispositif vers les ménages les plus modestes. Ensuite, nous l'avons fait car le dispositif finançait essentiellement du monogeste avec des gains énergétiques et climatiques modestes. Je pense notamment au classique changement de fenêtre. Le quinquennat précédent a permis des avancées structurantes pour répondre à ces différents écueils. MaPrimeRénov', qui a été lancée en 2020, a permis de massifier des éco-gestes chez les ménages, avec plus d'1,6 million de projets de travaux engagés et aidés depuis 2020. Elle est plus juste puisqu'elle a réorienté les financements à plus de 80% en faveur des ménages modestes. Alors comment les définit-on? On va dire que ce sont les 4 premiers déciles, donc 40% de la population, contre 10% seulement avec l'ancien crédit d'impôt. Sur le suivi qualitatif des opérations, la refonte du diagnostic de performance énergétique nous dote d'un outil plus solide pour évaluer réellement la performance environnementale du parc. C'est un indicateur fondamental pour appliquer le calendrier ambitieux de la loi climat-résilience d'éradication des passoires thermiques dans le parc locatif. Nous avons aussi renforcé l'accompagnement grâce au lancement en début d'année 2022, c'est finalement assez récent, du service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov'. Cette marque unique qui rassemble le réseau de l'ADEME et de l'ANA doit nous permettre d'offrir partout sur le territoire un point d'entrée délivrant une information et un conseil de qualité sur les travaux et les aides mobilisables. L'évolution majeure du crédit d'impôt vers MaPrimeRénov' a eu aussi des résultats sur l'efficacité énergétique des opérations, puisque le dispositif a permis en 2021 l'augmentation des économies d'énergie annuelle de l'ordre de 40% par rapport au crédit d'impôt en 2019. L'impact carbone du dispositif est par ailleurs très positif, puisque 90% des systèmes de chauffage renouvelables installés se substituent au fioul ou au gaz. Nous nous y retrouvons donc au regard de notre objectif de décarbonation des logements. C'est là que se pose d'ailleurs une question, c'est qu'on peut poursuivre deux objectifs, un objectif de baisse, de réduction de notre consommation d'énergie, un objectif de réduction de nos gaz à effet de serre. Et pour des raisons d'efficacité, ces deux objectifs ne sont pas totalement convergents. Et donc, il y a à avoir ces aspects en tête lorsqu'on choisit nos politiques publiques. Évidemment, nous pouvons aller plus loin. Je pense que le constat il est assez partagé ici. Maintenant que nous avons posé les bases pour la structuration d'un service public unifié de l'habitat, nous voulons renforcer l'efficacité de cette politique, accélérer la réduction de la consommation d'énergie et la sortie des passoires thermiques. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un texte qui va nous y inviter très directement, qui est la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui est assez dimensionnant. Aujourd'hui, il est en discussion à peu près en ce moment au niveau en trilogue, mais il a une vision qui est assez alignée, qui est même légèrement moins disante à la loi française. Vous savez que nous plaidons pour une réévaluation et en fait un alignement sur la loi française. Mais ça veut dire que nous sommes en train de créer au-delà de la France deux véritables filières au niveau européen pour accompagner cette mutation. Ce n'est pas indifférent pour les politiques que nous menons. Notre marche à franchir, elle est très haute, vous l'avez rappelé. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment sont de 75 millions de tonnes en 2021.
il faudrait atteindre 30 millions de tonnes en 2030, soit une baisse de plus de 60%. Et c'est cette trajectoire-là aujourd'hui qui est grosso modo discutée dans les trajectoires SNBC sur lesquelles nous menons les concertations avec des sénateurs, des députés et des élus locaux et les filières. Avec mes collègues Christophe Béchu et Olivier Klein, nous avons identifié plusieurs axes de travail. D'abord, fiabiliser le parcours usager en portant une attention particulière au délai de traitement des dossiers. Même si les retards concernent moins de 2% des 700 000 dossiers traités par an, ce sont quand même des milliers de dossiers en trop. Et c'est surtout un espèce de bruit de fond négatif qui vont polluer et qui peuvent retarder le passage à l'acte des ménages français. Une attention particulière aussi au dysfonctionnement de la plateforme, tout en étant absolument intraitable sur les fraudes et les tentatives de fraude. J'y reviendrai. Il faut néanmoins avoir conscience de ce point de tension. On ne peut pas en même temps vouloir des contrôles toujours plus rapides et pointer l'existence d'arnaques et de fraudes. Donc il y a un juste milieu à définir et on sent bien qu'on est en train de tester des équilibres depuis quelques mois. Ensuite, je souhaite que nous accélérions le remplacement des 11 millions de chaudières gaz et des plus de 2,7 millions de chaudières fioul. La concertation que nous avons lancée hier doit permettre de documenter avec les acteurs de la filière les solutions alternatives en considération des enjeux environnementaux, mais aussi évidemment économiques, géographiques, parce qu'on n'a pas les mêmes solutions suivant qu'on est sur un territoire rural, suivant qu'on est au nord de la France ou suivant qu'on est au sud de la France, et sociaux. Je veux dire à ce point que l'alternative à une chaudière fioul ou une chaudière gaz n'est pas nécessairement l'électricité. On sait tous que la chaleur renouvelable est un levier qui est particulièrement puissant, avec un coût d'abattement de la tonne carbone qui est compétitif, qu'il y a aussi la possibilité de passer par la géothermie. On y reviendra peut-être, ce n'est pas un gigantesque gisement comme on peut le lire ici, mais c'est quand même une énergie tout à fait intéressante et surtout permanente, et que donc il ne faut pas se limiter aux seuls enjeux de l'électricité. Deuxièmement, par rapport à cette perspective, l'objectif, c'est d'anticiper. Plus tôt on anticipe, plus on a de temps d'organiser du côté de l'offre les filières industrielles, les filières de services pour permettre ces changements pour les ménages, et du côté des ménages, la prise de conscience, le changement évidemment au moment où la chaudière casse, ça si on peut éviter de remplacer du fossile par du fossile, ça paraît assez naturel, si c'est une solution effective sur le territoire, et pour ouvrir des optionnalités d'accélération, un peu comme la prime à la casse qui a été mise en place pour les véhicules thermiques. Mais je précise une chose, c'est que si on veut effectivement atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut être sérieux et donc il faut anticiper ces sujets. Et la peur n'excluant pas le danger, il nous semble important de poser ce sujet de la manière la plus, je dirais, sereine possible, en se donnant le temps, mais en étant aussi capable de tracer des perspectives ambitieuses d'accompagnement de la filière, d'accompagnement des ménages. Je souhaite enfin que nous intensifions nos efforts sur le nombre de rénovations performantes, puisque c'est le terme consacré au sens de la loi, c'est-à-dire celles qui permettent un gain énergétique de l'ordre de 50%, et surtout pour les ménages vivant dans les passoires thermiques, une réduction durable de leur facture d'énergie. On en comptait 70 000 l'année dernière. Elles représentent 10% des rénovations aidées par ma prime Rénov' en 2021 et 2022. C'est beaucoup plus qu'avec le CITE. Mais on sait, vous avez donné un chiffre et la Première ministre a indiqué un premier cap lors du CNR. C'est notre objectif de doubler, enfin non, même de quasiment tripler, 70 000 à 200 000 rénovations de performance pour l'année 2024. On voit bien qu'on est en train d'enclencher une croissance. On a fait une multiplication par 10 des dossiers de rénovation entre le début du précédent quinquennat et la fin du précédent quinquennat. Là, nous sommes un x2 entre la deuxième année, ou la première année, ça ne dépend comment vous comptez, et la deuxième année. Et évidemment, l'objectif, c'est d'accélérer, mais là encore, en structurant les solutions et les filières dernières pour que ça fonctionne. Dans cette perspective, le gouvernement entend structurer les aides en 2 piliers dès 2024 pour plus de lisibilité
et un meilleur ciblage des opérations, une optimisation de nos ressources. Ce pilier performance qui comprend des aides renforcées avec un accompagnement obligatoire pour les rénovations d'ampleur est fait pour les passoires thermiques, et un pilier efficacité qui va permettre de faire des travaux en logement occupé autour de bouquets efficaces, en couplant de la rénovation, de l'isolation et du changement de chaudière, voire un simple changement de chaudière dès lors que le bâtiment est récent et a des qualités d'isolation qui sont tout à fait acceptables, parce que ça va permettre d'accélérer. Il faut aussi avoir en tête que certains travaux ne peuvent pas se faire en logement occupé, et que déménager pour 6 mois ou demander à des personnes âgées de bouger, on le voit y compris dans le logement social, c'est pas si simple. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Concrètement, nous allons nous appuyer sur plusieurs leviers structurels pour mettre en œuvre ces deux évolutions. Nous devons renforcer l'attractivité des opérations de rénovation près des ménages en les accompagnant mieux. Donc là, c'est l'idée de renforcer le conseil en proximité et l'accompagnement de bout à bout. 2 éléments. On dispose aujourd'hui de 550 guichets physiques France Rénov'. Notre objectif serait d'en avoir grosso modo 1 par intercommunalité, qu'il s'agisse d'un guichet dédié, d'une maison France Service avec une personne formée, ou d'un service de l'intercommunalité labellisé France Rénov'. Et on voit bien l'enjeu d'avoir ces contrats et ce travail main dans la main avec les élus locaux et les collectivités locales. La deuxième jambe, c'est un accompagnement technique qui soit neutre, fiable et de qualité. C'est le sens du dispositif Mon accompagnateur rénove. Il s'agit de lever le premier frein des ménages en leur proposant un interlocuteur de confiance, qui ne va pas forcément leur dire prenez une pompe à chaleur, ça va être formidable, quelle que soit la situation du logement, comme on a pu le voir dans certains récits, et qui les accompagne dans un projet de rénovation approfondie, parce qu'on sait que ce sont des projets plus complexes. Pour les ménages les plus précaires, la Première ministre a acté, comme je le défendais, un reste à charge zéro sur l'accompagnement des ménages très modestes. Donc là, on est juste au niveau de l'accompagnement, mais l'objectif, c'est que ce soit un conseil en mode service public, complètement, où vous garantissez qu'il n'y a pas d'interférence avec des intérêts pour tel type de technologie ou tel type de travaux, et qui permet aussi de boucler l'ensemble du dossier dans sa dimension financière et dans sa dimension technique. Ce nouveau programme, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie portés par mon ministère, sera doté à environ 300 millions d'euros. C'est l'estimation que nous faisons aujourd'hui pour 2 à 3 ans. Les niveaux de prise en charge pour les autres ménages seront précisés la semaine prochaine, mais je vous confirme qu'ils resteront très importants également pour les ménages dits modestes, donc 3e et 4e décile. Je rappelle à ce titre que nous avons engagé en mai une concertation avec les collectivités locales mobilisées sur les thématiques de rénovation et d'habitat pour garantir la bonne structuration de ce service sur le territoire. Nous aurons aussi besoin de capitaliser sur l'action et le volontarisme des collectivités locales, qui sont des partenaires financiers étroits de l'État et de l'ANA sur ces thématiques. Nous devons en outre poursuivre notre travail pour rendre plus incitatives les aides et mieux les adapter à la situation des ménages, en particulier les plus modestes. D'abord, en facilitant le cumul des aides. Il y a 2 aspects structurants. Le premier est de faciliter le cumul de MaPrimeRénov' et des C2E. Or, nous savons qu'ils ont été conçus de manière différente, avec des logiques différentes, et que du coup, ce n'est pas si simple de les empiler les uns aux autres. Du coup, les critères sont différents. Il nous semble que ce n'est pas aux ménages, et en particulier aux plus modestes, de faire toute l'ingénierie financière et le fait de remplir les dossiers. Donc ça peut être un rôle important de mon accompagnateur Rénov'. Moi, je défends le couplage des aides C2E et de MaPrimeRénov' au niveau de l'ANA. Le deuxième aspect, c'est de faciliter le financement du reste à charge grâce aux facilités bancaires. Et sur ce point, il faut assumer de retravailler le financement et d'étudier tous les freins aujourd'hui qui existent à ce financement, qu'il s'agisse de l'éco-PTZ ou du prêt avance rénovation. Parce que si nos règles sur le prêt bancaire visent notamment à prendre en compte la situation de surendettement ou de capacité à rembourser des personnes les plus fragiles, et que les personnes les plus fragiles se distinguent précisément par un revenu fiscal de référence qui ne leur permet pas de justifier du niveau de remboursement qui leur est demandé, vous voyez bien que le serpent se mord la queue et qu'on a un sujet d'accompagnement. On a des dispositifs de garantie qui ont été mis en place, de garantie d'État, et j'entends complètement l'élément de dignité que vous manifestez sur le reste à charge zéro. Il est parfaitement valide, puisque
Pour que ça marche, il faut aussi que les ménages soient acteurs de la rénovation, qu'ils choisissent le niveau de confort, la nature de ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils perdent un petit peu de mètres carrés en faisant l'isolation d'une manière différente? Enfin, ce projet leur appartient. Mais de l'autre côté, il faut aussi être conscient que certains de nos dispositifs ne s'activent pas parce que l'ensemble du dossier de ces ménages ne remplissent pas les cases pour un classique prêt bancaire ou même un prêt renforcé. Et donc, je pense que ça, il faut l'affronter. Peut-être, d'ailleurs, en se posant la question d'une rénovation performante, de la baisse de facture, de la façon dont on peut engager le financement sur la base des perspectives d'économie d'énergie, par exemple. Et c'est une façon aussi de poser la question de la rénovation performante et de la gestion de l'effet rebond post-rénovation. Donc, je n'ai pas de réponse à ce stade, mais je pense que ce sont des éléments qu'il faut regarder plus précisément. Nous devons ensuite travailler à rendre les rénovations performantes plus incitatives que les aides aux monogestes, grâce à une évolution des barèmes qui, en gros, rendent plus intéressant le fait de faire ces 3-4 gestes très différenciants plutôt que le simple changement de la chaudière. C'est ce que je défendrai dans les discussions interministérielles, je pense de manière assez alignée, mais les minutes qui viendront nous le confirmeront, dans le cadre du projet de loi de finances 2024 avec mes collègues d'Euroclore. Et vous avez entendu hier la Première ministre indiquer que les aides à la rénovation performante augmenteront l'année prochaine. Je souhaite également que nous regardions les modalités pour aller donc plus loin avec un reste à charge zéro sur l'ensemble des travaux. Je l'ai dit. Je pense qu'il peut avoir un intérêt à ménager un ticket modérateur pour s'assurer du sérieux des projets. Mais j'invite chacun vraiment à regarder sur des cas précis à quel point ce qui peut sembler être un 10% statistique est en fait une somme considérable pour les ménages dont nous parlons. Je veux dire, sur des travaux de 50 000 euros, même s'il reste 10%, lorsque vous avez un revenu fiscal de référence qui est de 6 000 euros, je suis désolée, mais ça pose un problème. On peut le tourner comme on veut, mais c'est une réalité. Et vous pouvez être un propriétaire d'une maison Phoenix ancienne sur lequel il vous reste peut-être encore un bout de prêt ou je ne sais pas quoi, qui est effectivement une passoire thermique et sur lequel, en fait, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Et c'est ces réalités-là qu'il faut quand même adresser de manière assez directe. En tout cas, je renvoie ces sujets aux futures discussions budgétaires, mais également à la discussion avec les collectivités locales, qui sont nos partenaires financiers, en particulier pour accompagner les publics fragiles. Il faudra évidemment intégrer dans cette approche les C2E gérés par mon ministère. Ils représentent de l'ordre de 3 milliards par an en faveur de logements résidentiels. C'est le chiffre 2021. Et dès 2024, ils permettront de financer la montée en puissance des rénovations d'ampleur avec mon accompagnateur Rénov', je l'ai signalé. Enfin, la réalisation de rénovations performantes ne dépendra pas seulement des aides et de l'ingénierie financière. Il nous faut aussi plus de professionnels en mesure de proposer ces rénovations d'ampleur et en mesure de créer rapidement des groupements d'artisans en mesure de le faire. Je crois que c'est un point assez consensuel dans toutes les discussions que moi j'ai pu avoir au Parlement dans les deux chambres. La seconde édition des Assises du bâtiment a vocation à identifier les freins, mais aussi les leviers à activer comme les recrutements et les reconversions dans les métiers de la rénovation énergétique. Sur ces différents enjeux, on le sait, la mobilisation de la CAPEB et de la FFB sera déterminante. Et j'espère que les évolutions que nous apportons en matière de lycée professionnel, enseignement professionnel, reconversion et tout le travail aussi sur France Travail seront des éléments qui pourront alimenter la mise en place de ces filières. Un dernier mot avant de conclure, pour vous faire part du travail initié avec les ministres Attal, Grégoire et d'ores et déjà Barrot sur la lutte contre la fraude aux travaux de rénovation énergétique. Il est impossible aujourd'hui de naviguer sur Internet sans tomber sur des publicités agressives et peu crédibles sur la rénovation thermique. Et chacun a en tête des exemples déplaisants de devis forcés, voire de ventes forcées, de travaux mal réalisés ou de faux dossiers, de fausses primes rénov'. C'est un sujet sur lequel nous devons être intraitables au regard des sommes que nous voulons mettre en œuvre en plus dans cette politique et de la nécessaire confiance dans le système et la qualité des travaux menés que nous devons conserver chez nos concitoyens. On aura donc prochainement l'occasion de détailler ces mesures anti-fraude et anti-arnaque. Elles sont d'autant plus utiles que si on veut faire de l'aller vers, il faut qu'on permette de bien distinguer le vrai fonctionnaire qui appelle un ménage dont on voit qu'il a
toutes les caractéristiques de vivre dans une passoire thermique, et le démarcheur de la société qui est là pour placer des pompes à chaleur achetées en Asie. Et donc, je me permets d'insister sur ce point. Vous l'aurez compris, le gouvernement poursuit la montée en puissance de sa politique de rénovation de logements dans le but de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire notre consommation énergétique et d'éradiquer les passoires thermiques grâce à la mise en place d'un écosystème performant qui allie pouvoir public, professionnels du bâtiment, acteurs du financement et collectivités locales qui seront absolument clés, notamment pour apporter cette dimension de connaissance du tissu artisanal et de l'écosystème local pour aller plus vite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces propos introductifs. Donc, vous avez fait souvent référence au prochain projet de loi de finances sur lequel certaines mesures pourront bien évidemment, en tout cas, être discutées, voire votées. Par contre, vous n'avez pas parlé de la loi pluriannuelle sur l'énergie à venir. Et est-ce que ça veut dire que dans cette loi, il y aura aussi des aspects, en tout cas des points qui concerneront cette politique de rénovation énergétique des logements ? Oui, tout à fait, parce que vous l'avez souhaité. Je rappelle que la loi de programmation énergie-climat, et je recherche très exactement l'article qui décrit ce qu'elle doit contenir, elle doit contenir les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment pour 2 périodes successives de 5 ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobre en énergie, etc., et que via la mise en œuvre d'un système stable d'aide budgétaire, d'aide fiscale de l'État ou d'aide résultant du dispositif défini aux articles, etc., accessible à l'ensemble des ménages et modulé selon leurs ressources. Donc, vous voyez qu'il faut également tenir compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Et les rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux, ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales. Donc tout est déjà, en termes de commande de ce que doit contenir la loi de programmation énergie-climat, dans la loi climat-résilience. Et donc, effectivement, nous y travaillons. C'est un des objets du groupe efficacité énergétique, du groupe de travail efficacité énergétique, pour lequel on vous avait sollicité. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre déjà pour cet exposé, ces explications. Bon, j'avais beaucoup de questions, mais du coup je pense que mes collègues aussi compléteront. Peut-être revenir sur ce que vous avez dit au début, sur effectivement dans les politiques de rénovation thermique, enfin énergétique des bâtiments. C'est vrai qu'on peut avoir 2 stratégies qui devraient en faire qu'une, mais en tout cas, on peut en avoir 2. Et il peut y avoir cette tentation-là sur l'impact carbone et le rejet CO2. Et on sait que sur les 190 millions de tonnes de CO2 de 2030, enfin qu'on devrait atteindre en 2030, l'impact juste sur le logement serait 17 millions de tonnes. Et donc, on pourrait avoir cette tentation d'aller justement vers le changement d'équipement de chauffage et donc d'aller plutôt sur l'électrique et donc de décarboner. Mais vous l'avez rappelé aussi, sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, il y a aussi tout l'aspect santé, confort, baisse du coût et pour le porte-monnaie de ceux qui l'habitent. Et donc voilà, alors vous l'avez un peu expliqué, mais comment justement on ne tombe pas dans cette dérive. Et c'est vrai que si on regarde les chiffres et un petit peu les différentes auditions qu'on a fait sur les politiques publiques qui ont été mises en place jusqu'à présent, on ne peut pas dire que pour l'instant on soit vraiment sur la rénovation globale, mais qu'on est allé effectivement en grande majorité sur du changement de chaudière, quoi. Donc comment justement réorienter un petit peu pour faire en sorte que en tout cas, on n'aille pas dans cette dérive, en tout cas, qui au bout du compte, du coup, pourrait être préjudiciable. J'entends aussi sur le fait qu'on se passe totalement, en fait, de tous les moyens de chauffage, on va dire hydrocarbures, que ce soit un objectif. Il y avait quand même la question sur les chaudières gaz. C'est vrai que c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup, alors qui est compliqué, parce que c'est vrai que c'est peut-être des niches, mais le fait d'interdire, en tout cas de se dire qu'on va se passer totalement du gaz, ça pose la question, et vous l'avez abordé, de comment en fait on aborde la question de manière plus locale et comment on a plus,
on travaille plus avec la spécificité de chaque territoire. On a par exemple la méthanisation avec des réseaux de gaz qui existent localement, avec des projets de méthanisation qui se sont mis en place. Et c'est vrai que ça serait quand même assez surprenant du coup qu'on ne propose pas, en tout cas sur des rénovations, plutôt là pour le coup des chaudières gaz, plutôt qu'une pompe à chaleur. On a la même chose avec les réseaux de chaleur, où c'est vrai qu'on a pu voir des préconisations sur la mise en place de pompes à chaleur, alors qu'on avait un réseau de chaleur et que ce serait beaucoup plus logique, en tout cas, de pouvoir intervenir sur des réseaux de chaleur et puis certainement aussi développer ces réseaux de chaleur. Ça me permet de poser la question sur le fonds chaleur. Du coup, est-ce qu'il y a des ambitions, en tout cas, pour vraiment développer ce fonds chaleur et donc, voilà. Enfin, en tout cas, sur cette prise en compte peut-être plus locale, en fait, des productions, à la fois des productions d'énergie et de s'adapter au plus près. Ça me pose la question de l'implication des collectivités. Donc, vous en avez parlé aussi. C'est vrai qu'on voit que, et dans à la fois différentes auditions et déplacements qu'on a pu faire, dans les collectivités où on avait déjà une mise en place assez claire on va dire d'une porte d'entrée, d'un accompagnement avec des plateformes de rénovation à travers les ALEC, etc., on voit qu'on a plutôt des résultats qui sont intéressants et qu'on avait quelque chose d'assez fluide. Et que ce qui nous revient un petit peu actuellement, c'est plutôt de dire attention à ne pas recréer un nouveau dispositif et de quasi tout détruire de ce qui pouvait être en place et qu'on ne revienne pas en arrière. Et donc, en fait, comment votre dispositif, vous l'inscrivez justement dans cette démarche locale. Alors, j'entends, et je trouve que c'est une bonne chose d'avoir en tout cas une plateforme, une maison, enfin un France Service, plutôt France Rénov dans les maisons France Service par intercommunalité, ce qui paraît intéressant. Encore faut-il aussi que les collectivités aient les moyens, parce que je rappelle quand même que les maisons France Service sont financées en grande partie par les collectivités. Et donc, en tout cas, ce biais local, moi, me paraît particulièrement important. Et donc, comment vous l'intégrez dans votre dispositif. Ensuite, une question sur le DPE. Par rapport aux différentes auditions qu'on a pu avoir, on a eu beaucoup de retours sur le DPE, sur la nouvelle formule du DPE. Je pense que globalement, tout le monde se dit que c'est un outil, en tout cas un thermomètre qui est plutôt intéressant, qui permet de savoir où on en est, qu'il faut certainement améliorer. Il y a encore certainement des choses à améliorer. Donc une question, c'est de savoir s'il y avait encore des choses, parce qu'on est sur la deuxième phase, mais est-ce qu'il y avait encore des éléments, en tout cas, qui pouvaient être améliorés dans ce DPE, puisqu'on a eu pas mal de retours, en tout cas, sur certains éléments et des déviances qu'il pouvait y avoir, et puis notamment sur comment et de quelle manière on applique ce DPE. On avait tout à l'heure une table ronde avec les copropriétés, et c'est vrai que la question du DPE collectif est une vraie question, et notamment comment on fait en sorte que dans un bâtiment collectif et dans une copropriété, on ne se retrouve pas avec des logements individuel qui ne serait plus louable, mais sur lequel la personne propriétaire ne peut rien faire, ou en tout cas aurait des problématiques pour faire ses travaux. Et donc de raisonner en matière de DPE collectif serait plutôt quelque chose qui paraîtrait plutôt intéressant. Donc avoir votre avis là-dessus. Et puis sur les accompagnateurs rénov', puisqu'ils vont faire partie dans le dispositif de quelque chose à la fois d'un nouveau métier, mais d'un dispositif quand même assez important. Ça a été annoncé par la Première ministre, du coup, d'un doublement de ces accompagnateurs rénov'. Dans les différentes auditions, on n'a encore pas vraiment compris le périmètre d'intervention des accompagnateurs rénov'. Et sur quel périmètre ils allaient intervenir. Est-ce que c'est juste de l'accompagnement administratif, de recherche de subventions, d'orientation, et donc, on en reste à ce périmètre-là. Et ce qu'on nous a dit, c'est que ça pouvait être des missions qui vont de 150 à 200 euros. C'est pour ça que je pose la question. Et puis, on nous a aussi parlé, on va dire, d'un super accompagnateur rénov', on va dire, et qui, lui, ferait la totale de la mission, à la fois l'accompagnement, mais quasi une maîtrise d'œuvre. Et donc là, plutôt sur des prestations à 2 000, 3 000 euros, donc, ce qui n'est pas neutre
à la fois, justement, puisque pour les ménages modestes, ça serait quelque chose qui, a priori, ce que vous avez dit, serait pris en charge, en tout cas reste à charge zéro pour l'accompagnateur Rénov'. Donc du coup, le financement et le coût derrière n'est pas le même. Et puis surtout, dans le dispositif, c'est vrai que suivant ce qui est réellement l'accompagnateur Rénov', ça change un petit peu ce à quoi il sert et comment on peut fonctionner derrière. Et puis j'avais peut-être un dernier point, mais vous l'avez abordé sur la question de la fraude. Vous en avez parlé. C'est vrai que je rebondis sur ce que vous avez dit. C'est vrai que si on va si je me mets dans la place de quelqu'un qui veut rénover sa maison, que je vais sur un site et que je tape MaPrimeRénov' 2023, je tombe directement sur plusieurs sites qui vont me proposer effectivement des pompes à chaleur, et notamment des sites, il y a le site d'Engie, le site de Total, etc. Donc des sites qui ne sont pas des petites entreprises, on va dire, et qui vont orienter directement en fait le parcours sur du changement de chaudière. Et je pense que voilà, quelqu'un qui va juste se dire tiens, comment je peux faire des économies, va se retrouver dans ce parcours-là et en fait va être totalement en fait exclu justement de tout cet accompagnement. Et donc moi je me posais la question sur la question du DPE, sur le fait de généraliser en fait ce DPE, puisque pour l'instant en fait il est obligatoire que sur la vente et la location. Et donc d'avoir justement une généralisation du DPE qui permettrait d'avoir une meilleure visibilité globale de l'ensemble des bâtiments et donc de l'associer au carnet de santé du bâtiment ou au passeport du bâtiment, mais surtout d'avoir l'obligation d'avoir un DPE pour faire une demande de subvention, ce qui permet d'éviter justement d'être orienté ou mal orienté, puisqu'on aurait déjà ce premier ciblage et cette première orientation, puisque dans le DPE, il y a aussi des orientations de travaux, ce qui permettrait que les gens sachent justement quels sont déjà les premiers travaux à faire, et puis ensuite accompagnateur Rénov', etc. Mais voilà, du coup, c'était sur ces orientations-là. Et puis, sur les C2E et puis MaPrimeRénov', comment vous imaginez, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous est beaucoup remonté, d'harmoniser en tout cas, on sait que c'est deux dispositifs qui sont différents, mais en tout cas comment faire en sorte d'harmoniser ces aides et que de la part de l'utilisateur, en tout cas de l'usager, ça soit un peu plus simple d'accès, et puis surtout qu'on n'ait pas des orientations très différentes, puis c'est ce qu'on a pu voir avec les combles à 1 euro ou avec les chaudières à 1 euro, et les dispositifs qui peuvent être mis en place avec MaPrimeRénov' sur de la rénovation globale par exemple, quoi. Et donc du coup deux dispositifs qui vont un peu dans des sens différents. Voilà, merci. Alors, vous avez de quoi faire, Madame la Ministre. Je vais essayer de répondre rapidement, ce qui ne caractérise pas toujours. Alors, comment réorienter sur la question des chaudières, du changement de chaudière, c'est votre première question, et est-ce qu'on a bien intégré? Donc, je le redis, il ne faut pas faire du tout électrique. Nulle part, c'est pas de notre intérêt collectif en mix énergétique. Je sais qu'on est très électrocentré en France, mais c'est pas notre intérêt de faire du tout électrique. A fortiori, quand on a des réseaux de chaleur disponibles et des projets qui, aujourd'hui, vous avez mentionné le fonds chaleur, donc je vous le dis très clairement avec Christophe Béchu, on est très clair. Aujourd'hui, le fonds chaleur est l'outil qui fonctionne le mieux. Sur une diversité de projets, puisque ça peut être des projets de collectivités locales au profit des habitants, des projets industriels, donc ou des projets pour les ménages individuellement, je pense notamment au soutien en géothermie. On a plus de 900 millions d'euros de dossiers déposés. On était à 320 millions d'euros de crédit, je crois, il y a 2 ans. On est passé à 570 millions d'euros de crédit cette année, et on voit bien que ça pousse, et c'est pas des mauvais projets. Le coût d'abattement de la tonne carbone de ces projets est très compétitif et permet de sortir derrière avec de la chaleur à un niveau compétitif. Donc évidemment, ce sont des projets qui doivent être soutenus. Je dirais c'est presque des projets sans regret. Il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des doutes, il y a des sujets qui relèvent de la transition. Là, on est plutôt dans la catégorie projet sans regret. S'agissant de la méthanisation et des réseaux de gaz, 2 choses. La première chose, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de boucles courtes
où évidemment ça peut être une incitation à protéger ces situations-là, ou est-ce qu'on parle d'injection dans le réseau, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il faut avoir, et c'est un des points qui va être important dans la planification qui nous attend, c'est que si vous avez mécaniquement, au fur et à mesure de l'évolution des habitudes, de ce qui sera proposé, du fait que les propriétaires voudront défossiliser leur logement au moment d'une mutation, etc., une diminution du recours au gaz. Vous allez avoir un coût du réseau de distribution qui sera supporté par un nombre toujours décroissant de personnes, avec un risque que ce soit compliqué pour elles de payer ce niveau de coût. Donc ça doit se faire vraiment en bon ordre et avec différents scénarios. Et c'est pour ça que moi, j'invite à être très vigilant sur l'anticipation, le fait de se poser toutes les bonnes questions tout de suite. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans un système 0-1. Je prends un exemple. La pompe à chaleur hybride qui fait électrique et gaz, ça vous permet dans des zones froides, je regarde le sénateur Corbizet, plus froide, à la fois d'avoir de l'électricité les 3/4 du temps, mais quand vous avez un pic de froid, vous êtes capable d'y faire face, et donc vous avez aussi la dimension confort qui est maintenue et le bon dimensionnement du chauffage. Donc il n'y a pas d'unique façon de le faire, de même que dans les réseaux de chaleur, on peut pousser à une progression de la part de renouvelables dans le réseau de chaleur, mais ce n'est pas 0,1, c'est-à-dire du jour au lendemain, on change de logique. Il faut regarder d'ailleurs sur ces sujets-là ce qui s'est passé aux Pays-Bas, alors, qui sont beaucoup plus gaziers que nous, mais aux Pays-Bas et en Allemagne, puisqu'ils ont fait ces concertations et ils ont même été amenés à revoir certains paramètres qu'ils avaient retenus, parce que je trouve que c'est riche d'enseignements, et notamment sur cette dimension progressive, mais de signaux qu'on donne pour permettre aux filières de se structurer. Et notamment, nous, ce qui est très important pour nous, c'est les filières industrielles. On a beaucoup d'acteurs qui sont très bons sur la chaudière gaz, mais qui ont déjà une offre pompe à chaleur. Là aussi, je pense évidemment à Atlantique et d'autres producteurs français. Le marché européen va totalement décoller. Il faut juste faire en sorte que le basculement vers ce nouveau marché soit fait dans les temps. C'est-à-dire qu'on ne brusque pas, mais qu'on n'attende pas trop longtemps non plus pour que nos industriels puissent suivre et pouvoir adapter leur appareil de production. Aujourd'hui, ils sont prêts. En tout cas, on a des produits de grande qualité, et plutôt de meilleure qualité que ce qu'on peut voir en dehors d'Europe. Sur la question des collectivités locales, je suis complètement en ligne avec vous. Quand j'ai mentionné les maisons France Service, ça n'épuise pas le sujet. C'est-à-dire, ça peut être un point France Service qui a une capacité à parler de France Rénov', ou ça peut être le guichet de la collectivité locale dont on dit, puisque vous avez déjà l'expérience, puisque vous avez déjà les ménages qui viennent vous voir, on vous labellise France Rénov' et à telle ou telle condition contractuelle. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un point d'entrée France Rénov' qui soit grosso modo présent sur toutes les intercommunalités, en utilisant les voies les plus évidentes dans le dispositif d'aller vers physique que nous avons. Donc soit le guichet de l'Interco, soit un guichet qui existe déjà mais qui n'était pas spécialisé sur la rénovation, soit un guichet spécialisé déjà sur la rénovation. Et effectivement, il ne faut pas casser ce qui existe déjà. C'est plutôt serait un risque de retarder les politiques que nous portons. Sur le diagnostic et sur le collectif, je pense que mon collègue Olivier Klein et mon collègue Christophe Béchu, qui ont les budgets MaPrimeRénov', Sérénité en propre, vous répondront plus directement sur ces sujets. Mais effectivement, on a un plan d'action pour améliorer la qualité des DPE, donc renforcer les compétences des diagnostiqueurs, sensibilisation, formation, un meilleur outillage des organismes de certification des diagnostiqueurs et plus de contrôle terrain. Et puis sur les décisions collectives, également réfléchir aux modalités de prise de décision en copropriété, des choses qui ont été déjà traitées sur les décisions sur la batterie, enfin les bornes de recharge.
on sait qu'il y a des travaux sur ces sujets-là. Sur mon accompagnateur Rénov', il a bien une mission approfondie, donc c'est plutôt plusieurs milliers d'euros que moins d'une centaine d'euros ou plusieurs centaines d'euros. 3 objectifs: un accompagnement technique, audit énergétique, recommandation de scénarios de travaux, orientation vers des artisans RGE et aide à l'analyse des devis. Et c'est à eux de proposer des bouquets les plus efficaces au regard de ce qui est visible, enfin des informations sur le logement. Un accompagnement financier, aide à la mobilisation des aides financières disponibles pour réduire le reste à charge, possibilité d'accompagnement administratif dans la réalisation des démarches. Et c'est là où, à mon avis, il y a un travail à faire, justement, pour une des autres questions, l'alignement C2E, MaPrimeRénov'. J'ai l'habitude de dire à mes équipes qu'à un moment, les Français, ils veulent des prestations. Et puis c'est la cuisine interne et de savoir quel dispositif on empile, de quel programme, de quel numéro de programme ça dépend et qui les gère. Ça devrait être totalement transparent du point de vue de ménage. Là encore, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. J'ajoute une chose, c'est que je pense, mais c'est un avis personnel, c'est une proposition que j'ai faite, mais il faut qu'on l'approfondisse, qu'on dispose d'énormément de données sur de données opérationnelles sur les logements. On connaît grâce à Enedis, on connaît leur consommation. On connaît grâce à côté gaz avec Gaspard leur consommation. On connaît leur nombre de mètres carrés par exemple les fichiers fiscaux. Donc on devrait être capable, par la mise bout à bout de données, de dire vous consommez 30% de plus qu'un logement équivalent en termes au mètre carré. Et comme votre ménage n'a pas l'air d'avoir des usages anormaux, on pense que vous devriez vraiment vous saisir parce que vous avez un gain énorme à faire sur votre facture. Donc on a ces datas-là, on a les données sur la rénovation et on commence à avoir des retours d'expérience sur toutes les rénovations qui nous permettent de dire qu'est-ce qui est le plus efficace ou le moins efficace. Et on peut rapprocher la consommation post-rénovation de ce qui a été fait comme bouquet. Donc tout ce champ-là de data devrait être investigué plus avant pour à la fois permettre de sécuriser des parcours plus efficaces par rapport à l'objectif et de l'autre côté, faire du aller vers les bonnes personnes. Et je pense qu'au niveau d'un territoire et avec des collectivités locales qui sont motivées pour le faire, on peut vraiment ponter les politiques. Et donc c'est le 3e volet de mon accompagnateur Rénov', c'est l'accompagnement social dans les situations de précarité énergétique, d'habitat indigne ou de perte d'autonomie. Parce que le vieillissement de la population va mettre une couche supplémentaire dans la nature des travaux qu'il va falloir faire. On pourra avoir des travaux, à la faveur des travaux, vous en profitez pour faire les travaux d'accessibilité et de facilitation de la vie pour une personne âgée. Donc mon accompagnateur Rénov' peut d'ailleurs réaliser des missions supplémentaires par rapport à ces fondamentaux que j'expose. DPE obligatoire. C'est la difficulté qu'on a, et qui d'ailleurs explique que dans les statistiques que l'on suivait sur le supplément de 1 000 € qui était versé pour ceux qui faisaient le diagnostic avant-après et qui montrait un changement de catégorie. En fait, on a eu 2500 dossiers parce que le coût du DPE faisait qu'à la fin, vous dites, bon, pour 1 000 € de plus, je ne vais pas faire un DPE de plus puisque c'est quand même assez coûteux. Donc, il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça qu'on est souvent en frein dans les discussions qu'on a au Parlement lorsqu'on veut tout conditionner au DPE en disant, attention, c'est aussi un frein au passage à l'acte parce qu'il y a cette marche à franchir du coût. Et je reviens à mon antienne précédente. Si vous rapprochez les données de consommation du nombre de mètres carrés et a priori, sauf à sortir des points un peu extraordinaires parce que vous avez précisément un faïencier qui travaille à la maison et qui consomme beaucoup d'énergie, mais sur 90% des ménages, vous êtes capable de pointer des situations d'écart à la moyenne de la consommation attendue par mètre carré. Donc on pourrait sortir des éléments. Alors vous le dites, il y a les premières pistes de travaux, il y a la manifestation des ponts thermiques, etc. Mais si on met la haie trop haute, le risque, c'est qu'il y a un refus d'obstacle.
Donc c'est là où, pareil, on cherche à positionner les politiques publiques au bon niveau. Je vous en prie. Si c'est conditionné aux aides, enfin, du coup, si pour obtenir la prime, en tout cas, il faut avoir un DPE, ça permet quand même de franchir l'obstacle, en fait. Je veux dire, du coup. Mais ça fait une étape de plus. Du coup, je suppose qu'il y a d'autres questions. Inscrit pour vous poser des questions. On commence par Jean-Pierre Corbizet. Oui, merci Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues. 3 petites questions. Bon, la première, avec beaucoup d'humour, je ne vous pose pas la question de savoir si vous êtes satisfaite que c'est grâce à son efficacité énergétique que le Racing Club de Lens est le vrai vainqueur de la Ligue 1. Ça, mais je suppose que vous l'êtes tout comme moi. Bon, plus sérieusement, Madame la Ministre, vous avez parlé d'amplification, de massification, de rénovation énergétique et surtout performante. Et quels acteurs vous pensez mobiliser? Vous les avez cités, les collectivités, la filière du BTP, l'éducation nationale. Mais à un moment donné, il faudra bien avoir un chef d'orchestre à tout ça, parce que déjà certains de nos collègues sont déjà intervenus dans l'hémicycle sur la problématique du dossier informatique de la prime Rénov', où pour certains, ça a été parfois le parcours du combattant à remplir. Ça n'est jamais facile. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas un seul pilote à mettre en place dans tout ça, de façon à être vraiment efficace? La deuxième question, enfin la dernière, comme l'a dit monsieur le rapporteur, c'est la problématique de l'arrêt du gaz fossile et du démarrage du gaz dit vert. Parce que les Pays-Bas, eux, ont reculé la date butoir de l'utilisation du gaz fossile, tout simplement parce que on se rend compte que, tout simplement pour des raisons financières, quand le gaz vert va arriver, ceux qui sont déjà propriétaires d'une chaudière gaz n'auront rien à faire dans leur chaudière gaz pour changer de système de gaz. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, les médias, Facebook pour ne pas le citer, et d'autres, on a tous les jours une publicité. La région des Hauts-de-France finance pour 1 euro votre pompe à chaleur, vos panneaux photovoltaïques, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de gens avec des revenus modestes se font effectivement démarcher en disant carrément, il faut arrêter votre chaudière gaz et passer à d'autres systèmes plus performants comme le pellet, la PAC ou le photovoltaïque. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le jour où le gaz vert va arriver, et GRDF a largement dépassé son pourcentage prévu de production de gaz vert, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas décaler dans le temps la fin du gaz fossile et accélérer la production du gaz vert? Si je dis ça, c'est comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, dans mon territoire, dans notre territoire respectif, on a un grand groupe, un des derniers grands groupes français atlantiques qui vient de sortir un modèle innovant de chaudière gaz PAC, et c'est le meilleur système avec une sonde extérieure, parce que quand vous avez par exemple une PAC et une chaudière à pellet, vous ne pouvez pas basculer à l'instant T d'un type de chaudière à l'autre. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Alors qu'à l'inverse, avec une chaudière gaz PAC, le start and go, le switch se fait tout seul. Et je pense que pour des gens avec des revenus modestes, ce genre de projet que met en place le groupe Atlantique a déjà des débouchés aux Pays-Bas, mais pour l'instant, la mauvaise réputation faite aux chaudières gaz actuelles fait que les groupes industriels sont très inquiets sur leur avenir de fabrication de ce type de matériel. Comment pourriez-vous effectivement intervenir pour éviter ce genre de publicité mensongère qui commence à fleurir dans nos boîtes aux lettres? Madame la Ministre, on vous laisse répondre. Je vous confirme que ça réchauffe les victoires telles qu'on les a connues ces dernières semaines. Je ne sais pas si ça suffira à répondre à l'enjeu de transition énergétique du territoire, mais ça montre que le collectif, ça marche. Si on doit se dire quelque chose, et qu'il ne faut pas forcément un gros budget pour atteindre des résultats. Comme ça, on finira la métaphore. Sur la question des acteurs, je pense que, et c'est un petit peu la philosophie dans laquelle nous travaillons, on a l'ANA qui est clairement aujourd'hui le pivot de notre politique de rénovation thermique, mais qui va aussi accompagner les enjeux d'accessibilité, de vieillissement de la population et d'habitat indigne. C'est un pivot naturel qui a vocation à effectivement accompagner les personnes.
Ayant dit cela, nous faisons le pari avec Christophe Béchu qu'il y a une voie pour contractualiser avec des intercommunalités qui sont prêtes. Je dis qu'ils sont prêtes parce que vous mentionnez tous les... il faut les moyens, il faut la structure, il faut les personnes formées. Enfin, il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton. Et pour effectivement se dire à un moment, dans le cadre d'un cahier des charges qu'on précise, comment on peut justement passer... déléguer en fait ces crédits de rénovation et faire en sorte que le relais soit pris et que justement il y ait cette connaissance du terrain, y compris d'ailleurs souvent des ménages dont on parle, pour permettre ces accompagnements avec un degré de confiance qui est renforcé. Parce que c'est plus facile d'aller chercher l'artisan du coin qui fait bien les travaux, parce que c'est plus facile de dire, écoute, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on travaille bien le dossier. Enfin, c'est autant d'éléments qui ne sont pas négligeables sur le territoire et qui peuvent permettre des passages à l'acte, et il y a un bon travail. Et ensuite, il faut effectivement mettre toutes les ressources disponibles en matière d'information, de data, je le disais, et je pense qu'on ne va pas suffisamment loin aujourd'hui pour vraiment très rapidement spécifier une situation et donner déjà les 3-4 conseils qui font 80% de la prise de conscience de ce qui est possible pour un ménage et de ce à quoi il a droit et de combien de temps vont prendre les travaux. Enfin, des questions qui sont très légitimes. On touche à l'intime quand même. C'est les habitations des gens, souvent dans lesquelles ils sont depuis des années. Donc là aussi, la nature de l'accompagnement est quand même essentielle. Sur la question du gaz vert, j'attire l'attention sur les enjeux de quoi parle-t-on ? On parle de 480 TWh de gaz fossile. 480 TWh, c'est autant, grosso modo, vous avez, si on est très caricatural, vous faites 500 de carburant, 500 de gaz, 500 d'électricité dans notre mix énergétique. Très caricatural. Donc c'est autant que toute l'électricité qu'on consomme. La capacité aujourd'hui à injecter du biogaz dans le réseau, c'est 10 TWh. 2%. La biomasse disponible pour demain répondre à tous les usages sur lesquels les demandes s'empilent, biocarburant, biogaz, alimentation d'un certain nombre de réseaux, etc. On constate, et c'est un travail que nous menons avec Marc Fesneau pour dire combien de biomasse le système agricole est en capacité de sortir de manière raisonnable, combien on est capable éventuellement d'importer, et comment on transforme ça et à quel usage on le destine, sachant que la biomasse agricole, par construction, elle a 3 priorités: nous nourrir les animaux d'élevage et préserver le puits de carbone. Ça veut dire que quand même, on est dans une équation qui n'est pas si simple. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment très vite se retirer de l'idée qu'il suffit d'attendre que le gaz vert arrive pour enlever et remettre la prise. Ça ne sera pas si simple. Après, dans des endroits déterminés, il y aura effectivement la faculté de le faire. Et en fait, à chaque fois, on aura une question de mérite order, d'ordre de mérite des utilisations, de la biomasse, du biométhane, et d'alternatives. Notre objectif étant de dire, mais j'enfonce une porte ouverte, je destine ma biomasse par ordre de mérite. D'abord, effectivement, je sécurise des besoins absolument en premier, donc je commence par l'alimentation. Et deuxièmement, je sécurise les besoins sur lesquels je n'ai pas d'alternative en décarbonation. Donc on sait par exemple que la chaleur à haute température, aujourd'hui, on n'a pas tant d'alternatives que ça dans l'industrie, et que le biogaz, ce n'est pas complètement idiot. En revanche, est-ce que dans une maison de ville où j'ai l'alternative d'un réseau de chaleur basé sur CSR, où j'ai l'alternative d'une pompe à chaleur classique, où je peux faire de la géothermie parce que je suis sur... parce que, je ne sais pas, comme à Nice, je suis sur un gisement.
eh ben, c'est peut-être ça qu'il faut privilégier. Et on va vraiment être dans ces logiques-là. D'où la nécessité, d'où notre objectif, notre ambition, au travers de la planification énergétique qu'on a projetée dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, d'amener tous les territoires à se poser ces questions-là de c'est quoi, dans le sens, mes énergies les plus accessibles, compte tenu de ma géographie, c'est quoi mes problèmes les plus criants, parce que entre ceux qui auront trop de chaleur et ceux qui continueront à avoir du froid, ça ne sera pas la même histoire. Ceux qui auront un accès à des petits méthaniseurs et ceux qui seront dans de l'habitat dense et qui donc seront sur des installations plus industrielles. Enfin, en fait, la réponse est multifactorielle. Et ensuite, nous, on est garant des grands équilibres nationaux, c'est-à-dire de dire, en gros, on ne fera jamais 500 TWh de biogaz. Ça, c'est faux et il ne faut pas mentir. En revanche, ça serait pas mal d'arriver à en faire autour de 50 TWh, 40, 50. C'est déjà 10-15% du sujet. Et ça, on a la filière. Elle a le bon goût d'être quasiment intégralement française. Donc, c'est pas tellement de filières énergétiques, à part le nucléaire, qui ont le bon goût d'être quasi intégralement françaises. On a les compétences. Et il faut maintenant enlever les obstacles sur le chemin. C'est ce que je fais en signant, par exemple, des textes sur les arrêtés tarifaires biogaz, etc. Mais c'est un peu la démarche qu'on a, c'est-à-dire qu'on aura nécessairement des solutions multifactorielles. Typiquement, dans votre territoire, il y a le gaz de mine. Alors, le gaz de mine, pareil, ça sera une micro-réponse à certains territoires du Pas-de-Calais. N'empêche qu'aujourd'hui, Avion qui en profite, ils sont ravis. Mais il y aura peut-être 10 communes qui en bénéficiera. Ça ne sera jamais une réponse pour tout le monde. Sur la publicité que vous mentionnez, moi, je pense que c'est un problème qui est absolument majeur. Surtout quand on est ministre et qu'on se retrouve en dessous en photo du truc à 2 €, à 1 € qui est gratuit. Bon, enfin, des fois, c'est la première ministre, carrément, parce que pourquoi pas, avec la Marianne qui est utilisée. Jean-Noël Barrot, dans son projet de loi sur la fraude et les sites Internet, dote de manière générique de tous les outils. Maintenant, il faut les utiliser, de même qu'il faut utiliser Signal Conso de la DGCCRF. Et il faut probablement réfléchir à la manière d'être plus, je dirais, drastique sur toute forme de démarchage. Moi, j'avais porté la loi sur le démarchage téléphonique qui interdisait le démarchage sur la rénovation thermique. Vous avez pu constater que ça avait été extraordinairement efficace puisque nous continuons à tous démarcher. Et en plus sur notre 06. Donc voilà, il y a un enjeu effectivement de lutte. Et nous le constatons, mais comme dans beaucoup de sujets où vous avez de l'argent public, y compris des schémas de fraude qui sont internationaux et portés qui relèvent du grand banditisme, qui s'adaptent à la forme du terrain et qui développent des schémas de capture du numéro fiscal, etc., pour monter des faux dossiers. Donc, Gabriel Attal a entamé un grand cycle fraude sociale, fraude fiscale, fraude à toutes les aides publiques, et on s'est dit que c'était un objet qui n'était pas petit, qui méritait d'être traité. Alors, merci Madame la Ministre. Il nous reste un petit quart d'heure. On a encore 4 questions de nos collègues. Donc, on va grouper Michel Dagbert et Pierre Médevieille. Et ensuite, on terminera avec Amel Gacquer et Daphné Rakhmadou. Allez, dépêchez-vous. Nord-Sud. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Ministre pour votre propos liminaire qui était déjà très complet et un certain nombre de réponses aux questions des collègues nous permettent d'avancer sur les questions. Je vais aller à l'essentiel, donc conserver juste une question qui concerne ce que vous avez évoqué sur le aller vers, notamment pour les gens qui sont en précarité énergétique. Ils sont aussi bien souvent en précarité tout court. Et parfois, rien que de franchir le pas, de passer au guichet ou d'aller à la rencontre des accompagnateurs, ça peut représenter une difficulté. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis on a évoqué aussi le concours que pourraient apporter un certain nombre de collectivités. On a déjà vu des collectivités régionales ou départementales s'engager. Et pour autant, elles ont elles-mêmes un patrimoine assez conséquent parfois. Je pense
pour le conseiller départemental que je suis et l'ancien président que j'étais, les départements ont bien sûr les collèges, mais ils ont aussi des partenaires dans la sphère médico-sociale. Je pense notamment un département comme le mien compte 115 foyers logements qui datent des années 70-75. Où nous intervenons auprès d'associations qui accueillent des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui les hébergent dans ce que, notamment dans le bassin minier, ces grandes maisons de maîtres qui ont des plafonds très hauts, qui sont très mal isolés. Et donc le département risque aussi d'être sollicité par ces associations lorsqu'elles vont devoir améliorer à la fois le confort des enfants qu'elles accueillent, mais aussi leurs factures en matière énergétique. Merci. Pierre Médevieille. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Ce sont des remerciements groupés aussi. Donc je vais essayer d'être rapide. Madame la Ministre, c'est qu'on a beaucoup parlé du résidentiel. Pensez-vous qu'il y a des solutions très spécifiques pour les bâtiments du tertiaire? Ne souffre-t-on pas d'un problème de réactivité? C'est vrai qu'on voit dans d'autres pays des solutions simples qui, me semble, pourraient être mises en pratique. En France, je pense à un exemple qu'on a vu dans un salon à Tel Aviv. C'est un bâtiment qui irait parfaitement dans le tertiaire et qui est fait alternativement de panneaux pleins d'eau, de panneaux pleins d'huile. C'est simple comme la joie, mais ça marche avec des panneaux photovoltaïques dessus. Et l'été, ça glace l'eau, et l'hiver, ça chauffe l'huile, et ça marche, c'est autonome. Ça... On vous laisse répondre, Madame la Ministre, et après on terminera avec Amel Gacquer et Daphné Ract-Madoux. Alors, je l'ai dit, sur les bâtiments, et je vais faire le lien entre tertiaire et bâtiments publics. Messieurs, vous pouvez écouter Madame la Ministre qui vous répond. Je ne sais pas. Excusez-moi. Oui, après. Merci, Madame la Présidente. Sur les bâtiments publics, qu'il s'agisse des bâtiments État, des bâtiments des collectivités locales, ou des bâtiments du tertiaire, je le redis, il faut qu'on ait un vrai travail de fond sur la trajectoire et un travail qui parte d'abord de la sobriété, c'est-à-dire quel bâtiment on conserve, quel mètre carré on conserve. La première façon de compacter nos émissions de CO2 dans le bâtiment, c'est moins de mètres carrés. Et sur les bâtiments du tertiaire, ce n'est pas complètement indifférent parce qu'il y a un gisement en la matière. Et sur les bâtiments... vous mentionnez, monsieur le sénateur, des foyers logements qui sont manifestement dans des bâtiments qui n'ont pas tout à fait été conçus pour être des foyers logements initialement. À un moment, effectivement, il y a la question de comment on projette et est-ce que c'est les meilleurs bâtiments? Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres lieux pour accueillir ce type de personnes, mais ce qui suppose quand même des sacrés bougers, parce qu'évidemment, moi je vois très bien à quoi vous faites référence pour avoir quelques ponts thermiques dans la maison qui est à Port-Roussillette. Voilà, ça n'a pas été conçu pour ça, c'est très clair. Et donc, il faut des budgets derrière. Avec le ministre Béchu, nous poussons pour qu'il y ait une augmentation du fonds vert et au sein de ce fonds vert, une allocation pour la décarbonation des bâtiments publics. Et il faut qu'on ait une trajectoire sur les bâtiments publics État de la même manière. De toute façon, je vais être très claire, les directives européennes sur le sujet des bâtiments publics fixe des objectifs très élevés et plus élevés que dans le privé et auxquels on a un peu du mal à échapper. Donc ça sera dimensionnant. Donc il vaut mieux s'en préoccuper en 2023 qu'attendre 2028 pour se réveiller avec un sentiment d'inachevé. Sur la question du aller vers, je pense qu'effectivement, il y a un travail. Alors, est-ce que c'est au niveau du département qu'il y a un certain nombre de fichistes, de précarité? La précarité énergétique n'est pas nécessairement la précarité tout court. C'est-à-dire que vous pouvez être un ménage aux revenus moyens, c'est-à-dire à 1 600, 1 700 euros par mois, et qui, enfin, monsieur, madame, mais qui est dans une passoire thermique et qui, du coup, paye une facture énergétique totalement décalée par rapport au nombre de mètres carrés qu'ils occupent et, du coup, qui se retrouve dans une situation de fin de mois un peu difficile
ce que ne laisserait pas présager leur situation de salariat stable à des postes, par exemple dans la fonction publique, etc. Donc ces situations-là, effectivement, il faut aller au-devant. Et c'est là où j'interroge, moi, la question d'utiliser les données de consommation d'énergie, puisque nous avons, je vous le dis, il faut qu'on en soit fier, nous avons le réseau de distribution électrique le plus digitalisé au monde, qui est classé en première position par les spécialistes, les experts de Singapour. Donc, pas dire qu'on a influencé leur classement. Et donc, on a une qualité de données qui n'a pas d'égal dans le monde. Logement par logement. Donc, il faut l'utiliser. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas allé encore jusqu'au bout. Donc ça, je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable. De même, effectivement, que d'utiliser tous les moyens. Je pense qu'on pourrait demander aux énergéticiens de faire des alertes en disant « Il nous semble que votre facture est un peu élevée par rapport à ce qu'on comprend de votre logement. On vous adresse, on vous remet le numéro vert de France Service ou le machin, ou éventuellement, à un moment, on propose un rendez-vous téléphonique. » Enfin, on peut aller sur des systèmes comme ça en disant on vous propose un rendez-vous téléphonique de telle heure à telle heure. Le sujet étant de séparer le bon grain de livret, c'est-à-dire plus on fera d'aller vert, plus on donnera pièce à des gens qui font du aller vert mais agressif pour aller placer des pompes à chaleur ou autre chose et faire des travaux de mauvaise qualité. Donc c'est là où on a cette difficulté. C'est pour ça que je pense que le rôle des collectivités locales pour sécuriser le trajet est le meilleur, parce que pour le coup, en règle générale, vous connaissez, sauf dans les très grandes villes, vous connaissez à peu près votre maire, vous connaissez les services, et donc vous êtes plus sûr à qui vous parlez et des personnes dans lesquelles vous remettez le destin de votre logement. Sur le bâtiment du tertiaire, là vous avez mentionné une technique que je ne connaissais pas, donc vous me l'expliquerez en aparté. Manifestement, le sénateur Dagbert ne la connaissait pas non plus. Et plus sérieusement, deux choses. Nous, on fait le départ entre les plus de 1000 m² et les moins de 1000 m². Sur les plus de 1000 m², on considère qu'on est face à des acteurs raisonnablement structurés qui se sont déjà emparés du décret tertiaire, et on suit avec une plateforme, là aussi, qui récupère toutes les données de consommation qui méritent d'être fiabilisées. C'est la première année où on l'a à disposition d'une année sur l'autre, et qui va nous permettre de suivre la réalité des données de consommation et de derrière faire des rapprochements et des sollicitations. Il nous semble que ça vaudrait le coup aussi de regarder le système de sanctions tel qu'il est prévu par la loi Climat Résilience, parce que dans la loi Climat Résilience, vous avez une sanction administrative de mémoire qui doit être de 7 000 € par bâtiment, mais en fait qui n'est pas considérable. Si vous êtes un grand groupe avec du multisite, de logistique ou magasin, par exemple, au hasard, ce n'est pas une incitation à passer à l'action. Si on vous fait payer la réalité de vos émissions de CO2 en supplément par rapport à ce que vous auriez dû faire au prix du CO2 au moment où ça se pose, je pense que ça sera une sorte de prise de conscience un peu plus forte, et ça permet aussi d'éviter les passagers clandestins. Là encore, ce n'est pas du tout des choses tranchées. J'alimente des idées qui ne sont pas, d'ailleurs, qui sont pour post-2030. Donc, on a encore le temps de spécifier la stratégie. Mais ça fait partie des éléments sur lesquels il faut qu'on soit clair. Il faut ensuite accompagner les plus petits, moins de 1000 m², moins de 500 m², dans l'ordre progressif. Et là, on va avoir un sujet de mobiliser sur des diagnostics énergétiques ou sur des plus globales, comme le font aujourd'hui les CCI, les CMA, à la fois dans les pratiques opérationnelles. Je suis cordonnier, je suis boulanger, je suis commerçant. Donc, quelle est ma consommation d'énergie et quelles sont mes obligations au regard des décrets tertiaires, et comment je me mets progressivement en règle avec ce décret, de quelles aides je peux bénéficier. Vous savez qu'Olivia Grégoire et Christophe Béchu sont en train, avec mon support, de monter un portail
tout ce qu'il faut savoir en gros sur la transition écologique à destination des PME, recensant les aides et les obligations. Voilà le type d'outil que l'on met en place. Mais c'est clair qu'il va y avoir un accompagnement avec une granularité qui n'est pas tout à fait la même chose pour les 5000 entreprises qui sont structurées aujourd'hui pour faire face et les 2 millions d'entreprises pour qui ça va être encore quelque chose à faire dans leur vie d'entreprise et pour lequel on doit effectivement accompagner, anticiper, expliquer, faire la pédagogie, dire ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans tout ça? Parce que qu'est-ce qu'il y a à gagner? C'est des moindres factures, c'est des aides qui sont mises à disposition, c'est le sentiment de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quelque chose à valoriser vis-à-vis de ses clients. Mais là encore, plus facile à dire qu'à faire. Merci Madame la Ministre. Alors très rapidement, Amalie Gaker et Daphné Ract-Madoux. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, on ne peut pas parler, je pense, du défi majeur de rénovation énergétique sans parler forcément des besoins massifs de compétences dans les métiers notamment du bâtiment. Vous en avez parlé très brièvement tout à l'heure. Je sais que vous avez en tête cet enjeu-là. Mais comme dans d'autres secteurs, l'activité de la rénovation énergétique fait face à une problématique de taille, celle de la main-d'œuvre disponible et qualifiée, et en particulier de personnes nouvellement diplômées sur les métiers de rénovation thermique qui demandent des connaissances, des compétences spécifiques. L'ANA estimait à 150 000 recrutements nécessaires pour renforcer ce marché, en tout cas, ou renforcer le travail à faire sur la rénovation d'ici 2024, et ce, dans tout type de métier. Une grande partie des besoins vise notamment les métiers de l'artisanat, maçons, couvreurs, menuisiers, des professions recherchées à qui on demande de nouvelles compétences, l'usage de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, des compétences aussi en termes de connaissances de réglementation. Donc ça, c'est un point, je pense, essentiel qu'il faut aborder. Et puis un autre enjeu, mais qui est lié à cette problématique-là, c'est l'attrait de ces métiers auprès, ou en tout cas de nos jeunes vers ces métiers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les formations initiales sont suffisantes? Est-ce qu'elles intègrent justement également les enseignements aujourd'hui adaptés à ces enjeux? Souvent, les professionnels que nous rencontrons sur le terrain nous disent qu'elles doivent former ces jeunes sur le terrain. Donc la question se pose également. Et puis, donc, suite à ce constat-là, ma question est de savoir aujourd'hui, face à cette ambition importante en matière de rénovation énergétique, est-ce qu'il y a un véritable effort massif aussi en matière de formation et de recrutement prévu? Merci. Daphné. Rapidement. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, je voudrais d'abord revenir à l'élargissement par rapport aux atteintes d'objectifs de 2050. On voit que l'effort va être assez considérable. Et la clé passe par une baisse et une transformation de la consommation, mais aussi, et donc, de la sobriété. La sobriété qui actuellement, avec la hausse du coût de l'énergie, a été d'une manière contrainte pour un certain nombre de personnes et même de collectivités. Et qu'il faut arriver à pérenniser. Il faut arriver à pérenniser ces baisses. On voit qu'après une rénovation globale, c'est pas forcément systématique. C'est-à-dire qu'on consomme pas moins. En fait, on perd ses habitudes éventuellement de sobriété. Donc, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Après, sur un zoom plus sur le terrain, moi, j'ai un leitmotiv par rapport à la préoccupation de la précarité d'été, qui est trop peu prise en compte et sous-évalué actuellement dans les réflexions, y compris jusque dans le formulaire et dans l'accompagnement MaPrimeRénov'. Et c'est un enjeu parce que si on se retrouve avec des rafraîchissements électriques, on aura tout, voilà, et qu'on ne prend pas en compte dès le début avec des solutions qui parfois sont assez faciles pour accompagner et diminuer cette précarité d'été, je pense que c'est extrêmement important. Et l'autre pendant, c'est la clé en fait essentielle du Conseil de service public, d'objectivité. Monsieur le rapporteur en a parlé tout à l'heure par rapport aux ALEC. Bon, nous, c'est vrai qu'en Essonne, on en a un certain nombre et ça marche extrêmement bien. Il n'y en a que 40 en France, donc ce n'est pas sur l'intégralité du territoire. Mais ça permet de restaurer la confiance et d'avoir vraiment un tiers de confiance pour pouvoir être accompagné
Et c'est une des clés pour pouvoir passer et être sûr d'avoir choisi les bonnes solutions pour la rénovation globale. Voilà, les dernières questions, Madame la Ministre. Alors, sur le volet compétences, je vais d'abord dire une chose, c'est qu'au fond, on est en train de mettre le doigt sur un élément qui est essentiel, c'est que la transition énergétique va produire des besoins de compétences sur des métiers qui sont bien rémunérés et qui constituent autant d'opportunités pour nos territoires. Et je pense que c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut le présenter. Moi, je le vois sur la filière nucléaire, 100 000 emplois dans les 10 ans. Vous avez mentionné le chiffre de 150 000 sur la rénovation thermique. Sur les énergies renouvelables, on est probablement à peu près dans les mêmes niveaux. Je n'ai pas le chiffre parce que j'ai demandé aux filières de faire le travail, mais ce n'est pas encore complètement clair. Sur les réseaux, et on parle d'emplois à tous les niveaux de formation, donc qui ne sont pas des emplois réservés à tel type de catégorie, mais qui sont des bacs pro plus 2 ans, des techniciens, des gens qui peuvent ensuite avoir des parcours et qui peuvent être salariés ou leur propre patron ou dans des plus grandes entreprises. Donc, qui ont finalement aussi différentes possibilités pour construire leur carrière professionnelle et dont on aura besoin sur tout le territoire. Donc là aussi, il n'y a pas de concentration des métiers, il y a vraiment une très bonne répartition sur tout le territoire. C'est des opportunités extraordinairement importantes pour notre territoire. Au moment où certains voudraient nous dire que la transition énergétique se fait contre les classes populaires au détriment des plus pauvres, je pense que c'est important de le valoriser aussi. C'est un avenir qu'on construit pour nos jeunes. La deuxième chose, c'est concrètement comment on s'y prend, ce qui me paraît être une très bonne question. Je l'ai indiqué, il faut... mobiliser les acteurs de l'emploi, de la formation initiale en passant par la continue et la reconversion. Les régions ont un rôle important, vous êtes bien placés pour le savoir. On a besoin de mobiliser la filière, c'est tout l'enjeu des deuxièmes assises du bâtiment où nous avons demandé à la CAPEB et à la FFB de travailler sur des propositions, sur la manière effectivement de construire ces filières, notamment sur la formation initiale et continue des pros pour une meilleure qualité des travaux. On a un sujet de malfaçon aujourd'hui, donc il faut traiter à la fois le flux, les jeunes qui arrivent, mais il faut traiter le stock, qui n'ont pas été formés à ces nouvelles technologies, qui n'ont pas été formés à ces enjeux. C'est pas mal de s'assurer que voilà, ils ont eu accès à ces formations. Et puis il y a une animation locale des filières et un renforcement de leur connaissance, de la connaissance des aides auxquelles ils ont accès. Au-delà de ça, moi je peux vous faire un témoignage. J'étais dans le lycée professionnel de Béthune, Salvatore Allende. Dans ce lycée professionnel, les sections qui attirent, dont le proviseur est Séverine Gosselin, que vous connaissez bien, les sections qui font le plein aujourd'hui, ce sont des sections qui sont autour de la transition énergétique, du génie électrique, etc. Pose de panneaux photovoltaïques, système électrique, et c'est un élément d'attraction des jeunes. Donc effectivement, il faut reconstruire le récit, et c'est ce que nous voulons faire avec, dès la 5e, des présentations des métiers, des perspectives, et plutôt dans un format où il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'en 5e, vous n'êtes pas encore à vous projeter sur votre métier et vous ne regardez pas vos notes de maths et de français pour savoir si c'est plutôt ça ou plutôt ça. D'ensuite arriver en 3e avec le fait d'avoir expérimenté, et c'est comme ça notamment que le lycée fonctionne, une journée ou une semaine pour voir comment ça se passe en vrai. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est plutôt la section X ou la section Y qui vous convient? De faire sauter cet obstacle, et moi je le vois très bien sur ce territoire, il y a beaucoup de gens du Pas-de-Calais, vous aurez remarqué, dans cette pièce, de cet obstacle qui est celui que moi j'ai entendu de jeunes de 3e qui me disent « Ah non, mais j'irai pas en mécanique
parce que c'est à 10 km de la maison, et donc je vais faire BTP qui est à 5 km de la maison, et là vous vous dites c'est pas possible, parce que le gamin il peut y aller même en vélo. Il y a, en plus, c'est pas si mal desservi que ça quand même. Donc il y a cette chose-là à faire sauter, et effectivement, derrière, de mettre en valeur ces métiers. Moi, penser à une plateforme et à la valorisation de tous les métiers dans Parcoursup, qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons un projet collectif qui est de rendre notre planète plus vivable. Vous en êtes partie prenante. Et de l'autre côté, à l'autre extrême de la chaîne, il y a tout l'enjeu de l'emploi des seniors, dont il me semble qu'ils ont un rôle aussi assez essentiel à faire en termes d'accompagnement, de transmission. Alors peut-être ils ne sont pas formés à la rénovation thermique, mais ils sont formés à faire fonctionner, à travailler, ils sont formés sur les bonnes attitudes, ils sont formés sur... et donc cette transmission peut se faire, et on peut même penser à du cumul emploi-retraite. Donc il faut jouer sur les deux bornes, il faut jouer sur les reconversions, et il faut effectivement mettre en place les filières. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est effectivement, il faut aussi avoir... les structures de formation. Ce que j'observe, c'est qu'on commence à avoir un peu un switch. Moi, je le vois sur le nucléaire notamment, ou en tout cas sur les formations un peu bac plus quelque chose, bac plus 4, plus 5, on commence à avoir plus de candidats que de places. Donc en termes d'attractivité, c'est en train de bouger. Mais il faut l'accompagner. Mais vous ne pouvez pas demander à un jeune qui n'a aucun modèle dans sa famille de ce type de métier de ne pas avoir des préjugés sur les métiers en question. Et donc, ça se travaille dès la 6e et la 5e, ça se travaille avec les parents d'élèves, et ça se travaille aussi avec le corps enseignant, qui n'a pas nécessairement été exposé à ces métiers. Cette proviseur me disait combien il était important aussi de faire venir les enseignants et les proviseurs et le corps enseignant des établissements caractère général pour leur montrer concrètement comment ça se passait et pourquoi, en fait, c'était des jolies perspectives pour les jeunes en question. Et que c'était des vraies orientations. Rien de pire qu'une orientation par défaut, parce que géographiquement, c'est plus proche de la maison, ou parce que vous avez été mauvais en maths pendant toute l'année, alors que ce n'est pas le sujet. C'est certainement pas le sujet de choisir entre électricité, plomberie ou mécanicien. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette audition qui était très complète. Voilà, on va... Ah, la sénatrice Rakhmadou, ce qui n'est pas très correct, donc je vais le faire très très vite. Vous avez raison de pointer le fait qu'il faut coupler efficacité et sobriété. Moi, j'aimerais qu'on arrive à mettre en place, c'est pas encore évident, des contrats de performance qui permettent aussi de valoriser la réalité de la diminution de la consommation d'énergie, à la fois comme modèle de financement, mais également comme engagement pour finaliser, par exemple, le paiement du soutien. Ce qui permet aussi de former les ménages à l'utilisation de l'équipement, qui n'a l'air de rien, mais en fait, c'est possible. Sur la précarité d'été, nous allons, dans le cadre de la campagne, du plan 2 sobriété, faire effectivement un volet sur les bons gestes l'été, à la fois dans le bâtiment également, quand même, par rapport au carburant, parce qu'il faut qu'on aille nettement plus loin sur la sobriété pour le carburant. Mais sur le bâtiment, c'est notamment la question de la climatisation que la loi a traitée, puisque nous ne sommes pas censés démarrer la climatisation à moins de 26 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'il fasse 26 degrés pour la mettre à 20 degrés. Je le dis parce que... et derrière ça, c'est en fait mettre en place tous les systèmes de sobriété pour barrer les rayons du soleil. Enfin, il y a plein d'éléments qui existent, de trucs. Mais derrière ça, il y a aussi la question de l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que typiquement sur les écoles, le plan qu'on porte de rénovation des écoles, il a aussi un volet été pour éviter que les gamins soient à 35 degrés et que ce soit insoutenable et que ça gêne le travail. Sur le Conseil de service public, c'est toute la logique. Oui, c'est pour ça. Voilà. Je pense qu'il y a un petit problème de gestion technique du bâtiment, si je peux me permettre. Il y a tout un sujet c'est tout le sujet de mon accompagnateur Rénov'. C'est d'avoir ce conseil qui soit neutre
et qui ne soit pas orienté, qui du coup puisse instaurer une relation de confiance avec le ménage, les ménages. Donc je partage votre point de vue sur le fait que ce service public-là doit être renforcé. C'est ce que nous faisons. Merci Madame Merci la Ministre. à Madame vous. la Ministre, savez-vous que le Sénat est chauffé par la géothermie? Mais oui, puisque nous sommes en train d'expérimenter cette option à Roquelaure et que vous savez que l'Élysée démarre ses travaux. Oui, c'est ce que j'ai vu. Mais le Sénat, c'est déjà fait. Mais néanmoins,